Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Le chef de l'État Félix Tshisekedi allège les mesures prises dans le cadre de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Voici ce qu'il faut retenir de cet allègement de l'état de siège. Premièrement, il n'y aura plus de couvre-feu, il n'y aura plus d'interdiction de liberté d'association et de manifestation pacifique. Le rétablissement des autorités civiles dans les autorités territoriales décentralisées, les juridictions civiles recouvrent le plein exercice de leurs compétences. Nord Kivu, après avoir repris Kichanga des mains des M23, les Wazalendo ont donné 48 heures aux forces de l'EAC de quitter Massissi. C'est un ultimatum qui a été lancé depuis hier dans l'après-midi. Nord Kivu, le gouvernement s'oppose à toute forme d'attaque et de violence contre les forces de l'EAC déployées dans les zones sous contrôle du M23. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a reçu le titre honorifique de docteur honoris causa, décerné par l'Université de Kinshasa pour ses performances dans la gestion de la République. Les procès du journaliste Sani Boujakera s'ouvrent ce vendredi 13 octobre au CPRK ex-Makala, un mois après son interpellation, renseignent ses avocats. Réforme de l'administration publique suivant le VPM, Jean-Pierre Liaou Eboua, 135 000 agents ont été mécanisés en 2 ans et 750 000 seront certifiés contre simplement 10 000 en 20 ans. Justice condamnée à la peine capitale par la haute cour militaire. Le député Édouard Mwanga-Chouchou attaque cette décision de justice en cassation. Élection 2023. La machine de la CENI est gravement en panne technique. Elle avoue son incapacité à afficher les listes électorales comme prévu par la loi électorale et propose une formule illégale pour contenir les vérifications des identités. Mission d'observation électorale et CC5O qui signe donc ce communiqué. En économie, la conjoncture, le comité de conjoncture économique réuni autour du Premier ministre a noté une stabilité du taux d'échange et de l'inflation. Sport, tirage au sort, Cannes 2023. La RDC logée dans le groupe F aux côtés du Maroc, de la Zambie et de la Tanzanie. Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette émission Grande Tribune, le dernier de la semaine. 2 sujets vont faire l'objet de cette émission. Premièrement, allègement de l'état de siège. Quelles sont les causes? Quelles peuvent être les conséquences? Deuxièmement, caution électorale. On va vous donner les détails ici. Comment orienter ces fonds qui ont été donc collectés par le pouvoir public? Les fonds collectés pendant cette période de dépôt de candidature aux législatives nationales, provinciales, municipales et aussi à l'élection présidentielle prévue en décembre 2023. Le chiffre, on va vous le donner au cours de l'émission. Mais je m'en vais quand même, disons, d'abord présenter mes invités, 3 invités. Je commence par Maître Éric Bamanaï. Maître Éric, bonjour, bienvenue. Vous êtes cadre de l'UDPS Tshisekedi. Merci de prendre part à cette émission. Bonjour Danzing, merci pour l'invitation. Bonjour à mes co-débatteurs. Bonjour à toute l'équipe technique qui vous accompagne. Bonjour au patron de votre chaîne, à la personne de Christian Bossembe.
Bonjour à mon épouse et à ma fille. Bonjour à toute la population congolaise qui nous suit en ces instants. Et plus particulièrement les combattants et combattantes de l'IDPS, que je salue en passant. Je salue aussi le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je souhaite toutes les bonnes choses. Merci beaucoup, M. Bamanaï. Je pensais que vous allez saluer aussi les Ouazalendo. Bon, vous n'en avez pas fait. Ah oui, alors, je les ai oubliés, les Ouazalendo surtout, les Ouazalendo, les patriotes, les Ouazalendo, je les salue aussi. Monsieur Henri, bonjour, bienvenue dans cette émission également. Merci, Dan, et je suis toujours heureux de partager sur ce plateau avec des compatriotes. Je dis encore bonjour à Maître Eric, parce que c'est pas la première fois qu'on se retrouve avec lui sur ce plateau, ce partage. Et évidemment aussi à mon co-débatteur qui est avec nous. Et je pense que le pays est en train de traverser des moments très décisifs par rapport à son existentialité. Et nous pensons que on a l'obligation et ce devoir-là de souhaiter, en tout cas, et ceux qui sont sur terrain, que ce soit nos FRDC, que ce soit les compatriotes de Ouazalendo qui ont donné le tonus, qui ont pris cette charge-là, et de nous amener à l'objectif, c'est-à-dire que l'Est de la République retrouve en tout cas, parce que on a des amis là-bas, on a des familles, on a des connaissances, bref, c'est notre territoire. Et voilà un peu ce que je puis dire en ce moment et en attendant qu'on entre dans le vif du sujet de cette émission. Merci. Monsieur Henri Tshimbalanga, vous êtes donc journaliste et analyste indépendant. Un autre analyste, lui, il est économiste, mais il fait aussi des analyses sur l'actualité. Monsieur Mathieu Takizala, lui, il est il est à la tête d'une entreprise privée, personnelle. Monsieur Mathieu, merci beaucoup de votre présence dans cette émission et bienvenue dans Grande Tribune. Je vous remercie, cher Dan. Et j'ai dédié cette émission à tous les commerçants de l'Est et du Sud Kivu, parce que ça fait près de 3 décennies, les marchands dans le Nord et du Sud Kivu sont vraiment en difficulté. Et suite à tout ce que nous connaissons depuis les années 94, je crois que l'émission d'aujourd'hui, ça tombe bien aussi qu'on va parler de problématiques économiques de ce pays à travers le phénomène des cautions et que l'Afrique a choisi. Et la plupart des États n'ont pas choisi cette ristourne. Et je crois que les éclairages dans la statistique, ça sera sur le terrain parce que le pays, on construit avec des chiffres. Il faut se projeter parce qu'aujourd'hui, il y a un déficit énorme dans le territoire et surtout, l'investissement privé recule dans le territoire. Et quand vous êtes dans un territoire où l'investissement privé recule, allez-y comprendre que le dynamisme ou l'attractivité du territoire va rester pendant longtemps. On va le chercher et le prévenir, vous voyez le taux de chômage. Le taux de chômage est suffisamment à la hausse. Eh bien, vous allez donc essayer de donner aussi votre lecture sur les questions économiques liées notamment à l'économie de la guerre, oui. L'économie de la guerre, comprendre un peu comment ça se passe dans ce domaine-là. Partie Est, ça fait 30 ans, vous l'avez dit, que cette partie est en insécurité, une insécurité permanente. Alors, l'actualité reste cet allègement donc des mesures de l'état de siège. Vraiment, comme je l'ai dit tantôt, plusieurs mesures ont été donc allégées après cette table ronde tenue au mois d'août dernier, convoquée par le président de la République. Les forces vives de la nation avaient demandé au chef de l'État de lever carrément l'état de siège, mais le chef de l'État, après avoir consulté les forces, le Conseil supérieur de la défense, il a donc décidé d'alléger systématiquement cet état de siège. Est-ce une levée voilée? Alors, on va d'abord commencer par les conséquences. Maître Bamanaï, je commence avec vous. 6 minutes. 6 minutes. Alors, selon vous, quelles sont les causes principales de la levée de cet état de siège, selon vos analyses? Merci beaucoup. Pas levé, mais allègement. Voilà ce que j'allais dire. Merci beaucoup, Dan Zeng. Avant de répondre à votre question, je voulais d'abord ici donner
lecture de la matière même, l'assiette même qui a poussé les autorités, notamment le président de la République, à instituer ce qu'on appelle l'état de siège. Il s'agit de l'article 85 de la Constitution qui dit ceci: lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national, ou qu'elle provoque l'interruption du fonctionnement des institutions, le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation avec le Premier ministre et le président le président de deux chambres conformément aux articles 144 et 145 de la présente Constitution. Il en informe la nation par un message. Voilà. Donc ici, nous avons voulu d'abord montrer l'assiette même, donc sur le plan de la légalité, sur le plan constitutionnel, que cette mesure, ou bien cette décision prise par le chef de l'État n'est pas illégale. Pourquoi cette décision avait été prise? Parce que nous avons constaté qu'à l'est de la République démocratique du Congo, lorsque nous prenons à partir de la partie nord-est de notre pays, donc je prends l'ancienne province orientale dans son ancienne configuration, nous prenons les grands Kivu. Quand je parle des grands Kivu, surtout je vois les deux Kivu qui partagent la même frontière avec les pays qui nous sont voisins à l'est de la République démocratique du Congo, puisque les Maniema n'est pas vraiment la frontière, si je ne m'abuse pas, avec le pays de l'Est. Alors nous avons constaté que cette partie-là, il a régné en quelque sorte une sorte de porosité et qui continue depuis un certain temps sur le plan démographique et aussi sur le plan de nos substances minérales. Ça veut dire que le gens pouvait entrer comme il voulait, le gens pouvait entrer, prendre le minerai et sortir. Donc la sécurité n'y était pas garantie. C'était dit, il y a des raisons que nous n'avons pas besoin d'évoquer ici. J'aimerais que nous puissions rester beaucoup plus scientifiques, que nous puissions beaucoup plus apporter des analyses positives quant à ça. Donc, c'est comme ça que pour essayer de pallier à cette situation, pas pour essayer, mais pour pallier à cette situation, le président de la République a fait appel à cette disposition de la Constitution pour corriger cette situation qui avait vraiment perduré pendant près de 3 décennies et a mis à mal la sécurité de nos compatriotes de l'Est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, après avoir 2 ans et quelques mois après avoir évalué ce qui a été fait, donc le président avait organisé des états généraux ici pour évaluer l'état de siège. Les rapports lui avaient été transmis. Ouais. Il a analysé, donc il a pris la décision non pas de lever totalement l'état de siège, mais plutôt de l'assouplir. Ça veut dire que permettre... Pourquoi? Parce que nous entrons maintenant dans la période, je vais dire, électorale. Vous savez que l'état de siège interdisait, par exemple, les manifestations en public. Donc les gens ne pouvaient pas se réunir, les gens ne pouvaient pas mener certaines activités en public. Et aujourd'hui, alors que nous sommes en train de nous approcher de la campagne électorale, il y en a qui sont candidats députés nationaux. Vous n'allez pas quand même les empêcher de réunir les gens et débattre. C'est des raisons électorales. Non, c'est parmi les raisons. Parmi les raisons. Parmi les raisons. Donc, il n'y a pas que ça. Ce n'est pas c'est pas pour raison d'échec comme le disent les rapports des ONG internationales. C'est pas pour des raisons d'échec. Je vais vous dire une chose, Dan. Vous savez, si vous parlez de l'échec, l'état de siège n'a pas échoué. L'état de siège, par contre, a mis les Congolais de cette partie en sécurité. Avant l'état de siège, il s'est passé des choses bizarres là-bas. Nous avons... cette partie était habitée par les Congolais et les Rwandais. Mais il arrivait que si un Congolais a un problème avec un Rwandais sur notre sol, si vous n'allez pas demander pardon à ces Rwandais, vous avez l'obligation soit de déménager, sinon on va vous tuer, vous et toute votre famille. Mais de nos jours, ce sont les Rwandais qui, lorsqu'ils ont des problèmes avec les Congolais, soit ils demandent pardon, soit ils fuient. Donc la peur a changé de camp.
Vous comprenez, il y a beaucoup des avantages que l'état de siège a apporté dans ce coin de la République, et aujourd'hui, ça va nous permettre, sur ce plateau, j'ai entendu l'un des co-débatteurs parler des hommes d'affaires qui sont de l'autre côté, que la situation économique, si je ne m'abuse pas, soit désengorgée pour permettre aux opérateurs économiques qui sont là-bas de pouvoir évoluer en toute liberté. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'assouplissement de cet état de siège, ça va permettre à toutes les couches de vaquer à leurs occupations comme il se doit. Et nous allons voir, c'est vrai qu'on a assoupli, mais les mesures sécuritaires ont été augmentées pour ne pas permettre à l'ennemi de faire diversion et venir encore... Pourquoi le chef n'a pas plutôt levé, comme le commandaient les participants à la table ronde? Vous et moi, nous n'avons pas lu les résolutions Ils l'ont présenté devant le Premier ministre. Moi, en tout cas, à mon humble avis, je n'ai pas pris connaissance de toutes ces résolutions. Seul le président de la République, qui est mieux informé que nous tous, a préféré, au lieu de la lever totale, ou je dirais carrément, il a préféré que ça soit l'assouplissement, et ça va aller comme ça, et ça permet quand même que la vie civile puisse reprendre, puisque c'était vraiment un État qui était dominé par un coin qui était dominé ou administré par des militaires. Mais maintenant, les civils peuvent respirer, ils peuvent vaquer à leurs occupations. Ici, surtout, je vois les acteurs politiques, puisque nous allons vers la période de la campagne électorale et surtout la période des élections. L'état de siège dans cette partie du pays qui ne fait pas l'unanimité, même au sein de l'Union sacrée. Julien Paluku, ancien gouverneur du Sud Kivu, faisait savoir qu'il faut lever totalement cet état de siège parce que c'est sous l'état de siège que l'M23 a refait surface. Alors, Monsieur Henry, quelle est votre analyse sur cette question? Quelles sont les causes selon vous? Pourquoi le chef a décidé, selon vous, d'alléger les mesures de l'état de siège? Dan, je pense que d'abord, au départ, il faut comprendre que c'était une mesure qui s'était imposée par rapport à la situation sécuritaire dans cette province-là, dans ce coin de la République. Et une telle mesure, qui est du reste une mesure d'exception, elle est toujours deux fois limitée même dans le temps, parce qu'elle ne doit pas être restée éternellement. Mais d'une part aussi, le président de la République... Quand on la lève, il faudrait qu'il y ait résultat, ou on peut la lever même quand il n'y a pas de résultat. Oui, c'est ça. Attendu. Oui, je devais en principe arriver là. En prenant une telle décision, c'est-à-dire il y a des objectifs fixés. Et si les objectifs ne sont pas après une certaine période, on doit remettre en cause cette décision-là pour voir, l'évaluer et comprendre quelle en est maintenant, quelles en sera les raisons. Bon, il y a eu maintenant deux choses. En suivant, chaque fois que le président de la République sollicitait auprès du Parlement la prorogation de la mesure, selon lui, il disait que aussi longtemps que les objectifs ne seront pas atteints, eh ben, il va toujours procéder à la progression, au maintien de cette la prorogation. Oui. Mais de l'autre côté, il y a eu maintenant les populations de ce coin-là qui n'en voulaient plus, qui estimaient que c'était devenu insupportable. Ils trouvaient que avant l'état de siège, et maintenant pendant l'état de siège, c'est en ce moment-là que tout devenait de plus en plus compliqué. Donc maintenant, ça devenait deux choses, ou deux paramètres, sinon deux vecteurs, qui puissent influer une décision du président de la République. D'une part, il est aussi alimenté ou informé par les services de sécurité, de renseignement, qui ont tâche de faire chaque fois évaluation sur terrain quant à l'état de la sécurité. Et de l'autre côté, c'est la population qui estime que rien ne marche sous cette mesure. Alors, peut-être qu'il devrait faire aussi la part des choses, ne pas tout rejeter, tout comme ne pas tout accepter. Parce que vous pouvez tout de suite lever complètement la mesure. Et les conséquences
peuvent encore en être compliquées ou fatales, ça va toujours lui revenir, lui, en termes de responsabilité, parce que, qu'on le veuille ou non, il a prêté serment pour protéger les citoyens, défendre le territoire national. Est-ce que les objectifs ont été atteints, selon vous, avant cet allègement? C'est-à-dire la pacification du parti? Non. En termes d'objectifs, ça n'a pas été atteint. Mais il faut aussi comprendre que le président de la République, il gère des personnes. Parce que la politique, après tout, c'est la gestion des personnes et de leurs biens qui se retrouvent dans un territoire donné. Et quand ces personnes-là, finalement, se mettent en opposite avec une décision que vous aviez prise, mais vous allez foncer sur cette décision-là. Est-ce que si cette décision donne les résultats, est-ce qu'il est compréhensible que cette population puisse s'y opposer? Bon, si on doit s'en tenir à cela, c'est-à-dire que ceux qui sont sur place estiment que les résultats ou les objectifs ne sont pas atteints au regard de cette décision-là. Ça n'a pas apporté solution par rapport à la situation. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait lever, il fallait faire ce que le chef de l'État a fait. À sa place, vous auriez fait quoi? Parce que l'objectif ici, c'est pacifier la partie Est, comme tous les Congolais le souhaitent. À la place du chef, qu'auriez-vous fait? Décréter l'état de siège, lever? Bon, dès lors que les objectifs ne sont pas atteints et que ça devenait de plus en plus très lourd et difficile à supporter par les populations locales, je pense que, et surtout que quand il y a eu toutes les assises là autour de lever totalement ou non, je crois qu'il doit aussi être très regardant par rapport à tout ce qu'il y a eu comme volonté exprimée. À sa place, vous auriez fait quoi? À sa place? Bon, j'aurais levé. On revient à la situation civile, c'est-à-dire où les provinces sont dirigées par les civils, et simplement comme avant. Oui, parce que d'une part, je pense que si le M23 aurait surgi pendant l'état de siège, ça devient un peu très compliqué. Donc l'état de siège n'a pas servi à pacifier l'Est de la République. Alors, au contraire, ça devient comme ça prive aussi les citoyens de leurs certains droits. Il n'y avait plus d'administration usuelle et ça devenait compliqué. Donc, je pense que les objectifs n'étant pas atteints, il y a raison d'abandonner. Merci beaucoup, Monsieur Henri. Alors, M. Mastata Kizala, vous qui êtes économiste de formation, vous êtes aussi patron d'entreprise. Alors, dites-nous, quelle est votre lecture? Dans l'état de siège, est-ce que la situation économique d'une province peut-elle connaître des difficultés suite à la gestion militaire de la chose publique? Est-ce que la cité peut avoir des sérieux problèmes? La levée aussi peut avoir des conséquences en termes de fonctionnement économique des entités. Dan, là on a le problématique qui perdure des décennies et demie. Donc c'est pas quelque chose qui a fait 3 mois. Et moi je dirais à mon compatriote Félix Tshisekedi qu'à part l'administration politique, il y a aussi ce qu'on appelle l'administration de territoire et les administrations de l'économie. C'est-à-dire que le chef d'entreprise, y compris les administrateurs de l'État. Il faut que M. Tshisekedi essaie aussi de travailler avec ses alliés-là. Parce que le Congo, selon moi, je vois qu'on voit uniquement dans le zoom de l'administration politique. Vous comprenez? Donc il faut maintenant les autres corps de la société, à part les activistes politiques, tout ça, ainsi de suite. Il faut que Kinshasa comprenne que nous avons un phénomène qui perdure des décennies. Et pour faire avancer la chose, il faut d'abord des moyens humains et des moyens d'organisation. L'organisation, la sécurité, pour que l'économie, pour que les investisseurs privés, il faut qu'il y ait la sécurité. Non, s'il vous plaît. Le premier investisseur est local. Je vous dis, dans le sud et le nord Kivu, il y a des femmes et des hommes qui ont des activités économiques qui font face à la réalité locale. Et, ironie de l'histoire, nous négligeons l'investisseur local. Nous pensons que c'est l'investisseur qui vient d'ailleurs qui sera la solution ou la manne pour la démocratie du Congo.
Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un carrefour. Il faut qu'aujourd'hui, M. Tshisekedi avait dit qu'il va recevoir des chefs d'entreprise. Nous attendons, nous avons soif qu'on se rencontre sur la place de Kinshasa parce qu'aujourd'hui, le vrai phénomène qui est tenté d'étouffer la démocratie du Congo, les ressources, parce que l'absence d'un secteur privé attractif. Parce que les cotisations... Non, dans un milieu où il y a l'insécurité. Non, le Congo est vaste. Je vous dis que tout... Oui, mais pacifier l'économie de la guerre existe. En 45, cher Dan. Je vous dis que si la France, pour faire face, à part les alliés et les politiques, la France avait des industriels français et qui faisaient, même Hitler, à l'époque, il avait des industriels allemands qui l'ont permis qu'ils puissent vaincre l'ennemi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la guerre antidémocratique du Congo, nous devons avoir aussi des hommes forts économiquement dans ce pays. Parce que si vous croyez que nous, on fait ces palabres-là, il ne faut pas que ça soit uniquement le panaché des politiciens. Vous comprenez? M. Tshisekedi est né au Congo et il est un fils politique. Il a connu toutes les années roses de la démocratie du Congo. Et il est allé même en dehors du territoire. Il comprend qu'est-ce qu'on appelle le corbeil-État. Aujourd'hui, nous ne sommes pas le premier territoire qui a été occupé. Même l'Europe de la guerre, je vous dis qu'un chef de l'État, lorsqu'il y a une problématique sécuritaire, il a des alliés, 3 alliés. Les politiques, les administrateurs de territoire, le monde économique. Et la société civile. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le monde économique, Kabila Père arrive ici. Vous comprenez? Ben oui. Même la logistique, la guerre, on en a besoin de la logistique. Vous comprenez? Lorsque Kabila Père arrive ici, vous savez l'expression qu'on dit effort de guerre. On applique chez qui? On applique chez des professionnels du monde de l'économie. Pour que vous puissiez faire face à la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce phénomène, ça peut plus perdurer. Et je demande humblement au président de la République qu'aujourd'hui, il demande encore le 2e mandat, que le président Tshisekedi doit rencontrer des hommes d'affaires. C'est plus le problème que du syndic patronal. Parce qu'en pays démocratique du Congo, tout le monde n'est pas au niveau des syndics patronales. C'est-à-dire qu'il y a des chefs d'entreprise qui pètent. Et c'est là où je donne un peu, je félicite Laurent Désiré Kabila. Quand il est arrivé ici, il a essayé de mettre au ministère de l'économie Janon Bemba parce que quelqu'un qui connaissait le monde de l'économie comme acteur du secteur privé congolais. Je crois qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi, nous sommes dans un carrefour où nous devons vaincre ce problématique sécuritaire parce que l'insécurité démocratique du Congo, elle est dans tous les domaines de la vie nationale. Mais ce qui dérange de plus en plus, c'est de l'insécurité de l'ordre sécuritaire. Aujourd'hui, ces problématiques de l'Est, il faut faire de sorte que M. Tshisekedi doit rencontrer le paix des hommes d'affaires que la République démocratique du Congo regorge. Ce sont des citoyens, ils peuvent aussi avoir des solutions pour que nous puissions... en dehors, peut-être que le chef peut nous suivre, hein. Il suit aussi des temps en temps oui, alors, si vous rencontrez, quelles sont les propositions que vous pouvez lui faire? Vous savez... En tant que chef d'entreprise, oui, dans le cas précis. Vous savez, en économie, on dit l'intelligence économique. Et l'intelligence, tout ne se dit pas dans le plateau de télévision. Et on le donnera des canivres, on le donnera des propositions. Et nous demandons, moi personnellement, je demande au président Tshisekedi de nous rencontrer. Parce que nous sommes... Moi, ça fait 5 ans que je suis à Kinshasa. J'ai quitté l'Europe parce qu'on vient, parce que ça ne tient pas debout. Nous sommes dans un pays, nous devons avoir aussi des hommes forts économiquement qui peuvent compléter les politiques. Parce que ces problématiques de la guerre, je vous dis, si nous n'avons pas des capitaines d'industrie qui doivent mettre aussi des fonds, qui doivent mettre aussi des stratégies, un territoire occupé et récupéré par des militaires, il faut remettre la vie. La vie, c'est quoi? C'est aussi l'activité économique. Aujourd'hui, l'activité économique, nous devons épingler beaucoup de choses. Merci beaucoup, M. Mathieu Takizala, le chef, de rencontrer les opérateurs économiques. Ils peuvent faire des propositions pour justement mettre fin à cette guerre. Alors, Maître Bamanaï, cet état de siège se décrète, cet allègement des mesures se décrète au lendemain de la montée en puissance des Wazalendo. Est-ce que vous y voyez un lien entre la levée ou l'allègement des mesures d'état de siège et cette montée en puissance des Wazalendo? Voyez-vous un lien dedans? Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, je voulais un peu parler de quelques questions qui ont été soulevées ici et par mon co-débatteur d'en face qui, pour lui, l'état de siège a échoué. Alors que lorsque nous lisons l'article 85, il est dit que lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national
ou qu'elle provoque l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République. Donc bref, voilà les causes qu'on énumère. Quand le chef de l'État a pris la résolution de décréter l'état de siège, je pense que tous nous savons combien de morts on comptait chaque jour à l'est de la République démocratique du Congo, surtout dans le Nord Kivu. Je dis par jour ou par semaine. Avant avant la proclamation de l'état de siège. Et aujourd'hui, si on peut parler de cette histoire, les ADF, les CECI ont tué par-ci, par-là, ça a sensiblement diminué. Nous ne parlons pas d'abord des partis qui sont occupés par le M23 avait occupé, mais avant même l'apparition des M23, comme j'ai entendu quelqu'un le dire ici, il y avait des tueries, soit à Beni, soit à Ceci, dans tout cela. On apprenait que les gens soit sont partis faire les champs ou bien ils étaient quelque part. On apprend que les gens sont sortis, ils ont tué les uns, les autres ont été kidnappés et tout ça. Mais de nos jours, depuis même l'institution de l'état de siège, cet état de choses a été revu à la baisse. Est-ce que officiellement les milices d'autodéfense sont permises en RDC? C'est ça la question que toi tu m'as posée. Je suis en train d'arriver. J'ai suivi aussi donc je vais dire que l'état de siège a fait son travail. Dire carrément ou bien considérer que cet état de siège a échoué, ça ne relève vraiment pas des... Bon, ça dépend de la lecture de tout un chacun, mais je pense que ce n'est pas vraiment Selon ça. vous, oui, ce n'est pas... Non. Il y a eu beaucoup des avancées dans l'institution de cet état de siège. Et aujourd'hui, ça freinait ici, j'aborde directement et je voulais répondre à mon co-débatteur Mathieu Takizala. Il a parlé de l'économie de la guerre. Oui, l'économie de la guerre, c'est lorsque cette économie est avantageuse pour l'État où la guerre se passe. Pendant la guerre, pendant la guerre, cette économie de la guerre n'a profité qu'aux étrangers qui étaient sur notre terre en train de piller. Ouais. Je vais vous donner l'exemple de la mine de Rubaya appartenant à ce monsieur Mwanga Chuchu. On a trouvé des armes. Qui est député il y a eu des, oui, bien sûr, condamné même à mort et tout ça là. La sentence est tombée. Donc ce monsieur était en train de fonctionner. Son entreprise produisait, mais pas pour notre intérêt, sur notre sol, mais c'était pour l'intérêt des autres États. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il y a l'adage, lui, l'économiste, je ne suis pas économiste, je ne maîtrise pas trop bien les domaines économiques, mais il connaît cet adage qui dit l'argent n'aime pas le bruit. Et même le bruit des bottes, l'argent ne le supporte pas. Donc un investisseur sérieux ne peut pas venir investir là où il trouve que non, il va jeter de l'argent. Là où il y a le bruit, que le chef de l'État puisse il y a le bruit de Kalachnikov. La meilleure des choses était d'abord de commencer par sécuriser l'investisseur et les investissements. Ça demande de moyens. Pourquoi aujourd'hui et vous allez constater qu'il y a eu des patriotes Ouazalendo, c'était ça votre question, qui sont en train de monter en puissance. Et les gens se posent la question, et les commentaires vont dans tous les sens où les gens disent bon, l'armée du Congo, l'armée est faible, aujourd'hui ce sont des patriotes. Oui, ça c'est la lecture que monsieur tout le monde peut faire. Mais quelqu'un qui a l'œil d'un grand observateur, il va comprendre qu'il s'agit ici des engins stratégiques de notre appareil de sécurité qui est en train d'évoluer dans le sens à ramener surtout comment les partis qui nous avaient été volés, là où les partis qui avaient été occupés par ces insurgés des M23, l'administration de l'autorité de l'État du pays. Vous avez vu aux États-Unis, vous avez l'armée et vous avez aussi les réservistes. Vous avez vu en Russie, vous avez l'armée régulière et vous avez aussi les Wagner. Quand les Wagner partaient poser ces actes partout, que ce sont on les appelle, on les assimile à ce qu'on appelle des paramilitaires. Mais ils étaient en train de contribuer pour l'avancement de la Russie et des intérêts de la Russie à travers le monde. Donc si aujourd'hui nous avons créé cette situation, je l'ai dit, je me permets de le dire, c'est pour l'avantage du Congo et des Congolais. Les Ouazalendo qui sont en train de se battre aujourd'hui ne se battent pas pour donner
cutus ou bien encore pour prioriser les étrangers, surtout le Rwanda et l'Ouganda qui étaient en train de régner en monarque absolu et sur notre sécurité, sur notre administration et sur nos minéraux. Alors, la loi dit que la défense du pays est l'apanage des forces armées de la RDC. Ça peut s'expliquer qu'une mise d'autodéfense puisse défendre à des situations exceptionnelles, des mesures exceptionnelles. Ouais. Alors, les secrets militaires ou bien les secrets de la défense, même si j'en détiens quelques informations, il ne m'appartient pas de venir les divulguer. C'est seulement que, il y a peu, les ministres des médias est passé pour nous dire qu'il y a 3 camions de tenues militaires qui ont été volés par les Wazalendo. Donc si aujourd'hui les M23 constatent que les Wazalendo portent la même tenue que les FARDC, donc ce ne sont pas les FARDC. Et quelques jours après, il y a eu un avion Sukhoi 25 ou 21, je ne sais pas, qui a survolé, comment vous appelez ça, Bunagana. Les Rwandais se sont mis à pérorer. Puisque moi je parle des Rwandais, je ne vois pas les M23, ce sont des Rwandais. Ils se sont mis à pérorer dans tous les sens. L'armée a fait encore un autre communiqué. Elle a dit qu'il y a eu un avion Sukhoi. Donc, les autorités des pays ont fait un communiqué disant qu'il y a eu un Sukhoi 21 ou 25 qui avait été volé. Donc la nation congolaise ou l'armée congolaise ou les autorités congolaises ne sont pas responsables des dégâts que cet avion-là va causer puisque c'est les mains des insurgés. Donc, quand on pose la même question à Kagame, on lui dit mais merci. Tes militaires sont en RDC. Il dit non, mes militaires ne sont pas en RDC, ce sont les M23. Merci beaucoup. Je crois que tout le monde pourra comprendre. Merci maître Bamanaï, monsieur Henri Chimbalanga. Alors, voyez-vous, est-ce que aux situations exceptionnelles, des mesures exceptionnelles, on peut tolérer, on peut quand même tolérer que un mouvement d'autodéfense puisse prendre le défense et défendre le pays dans cette situation. Ça peut quand même s'expliquer du point de vue si on doit tenir compte des mesures exceptionnelles, des situations exceptionnelles. Bon, moi je pense que non seulement en termes de mesures exceptionnelles ou situations exceptionnelles, mais quelque part, Dan, moi je pense que il s'agit de la patrie. Et dans une certaine mesure, souvenez-vous ici, à Kinshasa, sous Laurent Désiré Kabila, quand les Rwandais ont débarqué ici vers Tchangou et ils commencent à attaquer, je pense que la population n'a pas attendu une autorisation. Parce qu'il était question de patrie ou de mort. La population s'est occupée de ces Rwandais-là, des militaires qui n'ont pas été capables maintenant de se défendre malgré leurs armes. Et ils ont été défaits complètement par la population civile. Donc en quelque sorte, je pense que les Wazalendo, bien sûr que ce n'est pas une création du gouvernement, mais ce sont des patriotes congolais qui ont trouvé que le gouvernement, peut-être qu'il était pris corde au cou par les trop de signatures, parce que vous savez, dans le monde politique, quand vous apposez souvent vos signatures, et dans une certaine mesure, ça peut vous faire tuer. Et si vous ne voulez pas... Les forces secrètes du gouvernement peuvent soutenir ces Wazalendo, les aider quand même à devenir plus efficaces, parce qu'ils sont en train de faire un travail exceptionnel. Incroyable. Dan, moi je pense que le gouvernement, tout Congolais a tout intérêt de ne souhaiter que ça aille dans ce sens-là pour que si ça peut terminer cette histoire-là de M23, je pense qu'il n'y a pas objection à faire là-dessus. Maintenant, le gouvernement peut les soutenir, même en coulisses. Moi, j'irais même plus loin pour dire que s'il y a lieu parce que ce sont des gens qui connaissent mieux le terrain. Il faut d'abord prendre cet aspect-là. Les FARDC n'ont pas suffisamment entraîné à ce qu'on appelle la guérilla. Tu vois, à l'est de la République, le problème, des fois, c'était quoi? C'était pratiquement une guerre asymétrique qui demandait beaucoup de temps pour faire aussi des formations autres que cela. Mais les États-Unis avaient connu des difficultés à Saigon, en Vietnam, oui. Parce que le terrain posait problème. Ce n'était pas que les Vietnamiens et les États-Unis, non.
Vous voyez? Maintenant, à l'Est, c'est aussi cela. Les Wazalendo vivent dans ces milieux-là des années et des années. Ils sont nés là-bas, ont grandi là-bas. Ils connaissent mieux toutes ces pistes-là. Donc, ils sont mieux adaptés pour affronter même les Rwandais là qui arrivent, qui ne maîtrisent pas les recoins de l'Est de la République par rapport à nos FRDC qui viendraient peut-être de Kinshasa pour aller en renfort et qui se retrouvent sur un terrain qu'ils ne maîtrisent pas. Ils peuvent tomber dans n'importe quel type d'embuscade. Donc, moi, je pense en définitive que si il y a lieu que le gouvernement exploite cette opportunité-là, je pense que c'est pour le bien de la République que de se lancer dans des... De façon voilée ou de façon officielle? Bon, de façon voilée, j'ai soulevé ici, je vais répondre de deux façons. De façon voilée, parce que le gouvernement est tenu au respect de ses multiples signatures. Ça devient un problème. C'est le fait notamment. Souvenez-vous, quand il y avait une opinion qui critiquait cette décision-là du président d'inviter les EAC, ceux qui soutenaient le gouvernement avaient la facilité de dire que ah non, ceux qui sont contre sont des haineux, sont des ennemis de la République. Et pourtant, cette opinion-là devrait aussi être écoutée. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde se rend compte, notamment lui-même le président de la République, que ce n'était pas une bonne décision d'amener ces gens ici de l'EAC. Comprenez-vous la position de médiateur de l'Union africaine, M. Uhuru Kenyatta, qui est contre l'avancée des Wazalendo, et même de l'ambassadrice des États-Unis, qui, pour elle, il faut privilégier l'option diplomatique à l'option militaire. Est-ce que vous comprenez ces deux positions? Ok, en cette matière-là, Dan, je vais vous dire une chose. Vous savez, on n'accepte jamais, il y a des principes. Quand vous voulez négocier, négociez pendant que vous êtes puissant, vous êtes en avantage. Là, vous allez imposer. Mais si vous êtes en position de faiblesse, n'acceptez pas les négociations parce qu'on va vous imposer et vous serez contraint de poser des signatures. Tous ces gens-là n'ont jamais été pour la RDC et n'ont jamais soutenu le président Félix. Il a dit combien de fois lui-même, le président Félix, la première fois quand ils étaient aux États-Unis, il dit dans des termes, même pas, mais ces gens-là, ils vous disent autre chose, mais sur le terrain, ils font autre chose. L'EAC. Oui. Il est revenu, il déclare que l'EAC va débarquer par Bunagana pour chasser ces gens-là. Mais l'EAC arrive à l'aéroport de Goma. À l'aéroport de Goma et pour dire que nous ne sommes pas venus faire la guerre. Nous sommes venus protéger l'aéroport de Goma. L'EAC effectivement balkanise le pays si on ne veut pas utiliser ce terme-là. Parce que, balkanise le pays. Mais écoutez, mais qu'est-ce que la balkanisation? Quand vous venez, non pas pour aider la République qui vous a invité de récupérer ces espaces, mais maintenant, vous appliquez ce qu'ils disent l'interposition. C'est-à-dire, la République démocratique du Congo, restez d'abord là-bas, et les autres. Et maintenant, ceux qui sont dans cet espace-là, ils sont dans quel pays? Parce qu'il n'y a aucune autorité congolaise qui agit là-bas. Ceux qui font payer les taxes, ce sont les M23, et cet argent va en dehors de ce pays-là. Mais le terme balkanisation signifierait quoi? Vous voyez, donc, la décision de l'Union africaine ou de qui que ce soit, ça prouve qu'ils n'ont jamais soutenu la RDC et particulièrement, le président Félix n'a jamais été soutenu ni par la sous-région, ni par ces gens-là. C'est pourquoi maintenant, ils ne veulent plus de l'avancée des Wazalendo parce qu'ils sont en train de gagner du terrain au bénéfice de la République démocratique du Congo. Pour moi, je pense même dire que s'il faut les soutenir même officiellement, qu'on le fasse. Qu'on le fasse. Merci beaucoup, monsieur Henri. Les forces de l'EAC doivent officiellement quitter la RDC en décembre 2023. C'est la décision du gouvernement qui va en contradiction avec cette demande des ministres des Affaires étrangères de l'EAC et de la SADC qui demandaient la prorogation de cette mission. Ils vont donc devoir partir en décembre 2023. Mathieu Takizala, quelle peut être l'évaluation en termes de chiffres économiquement des 30 ans de guerre dans cette partie du pays? Cette perte de moyens, on a parlé tantôt
de cette économie de guerre, ces minerais qui sont exploités au bénéfice des États étrangers pendant 30 ans. Aujourd'hui, si cette manne profitait à la RDC, quel pourrait être le développement de ce coin du pays? Des milliards, on a perdu des milliards parce qu'on n'a pas perdu que des humains, on a perdu des milliards. Vous savez, depuis des 3 décennies, le gouvernement a mis beaucoup de moyens financiers autour de l'outil de défense. On a acheté le matériel de la guerre, on a acheté des carburants, on a acheté des tenues militaires, on a fait tout ça. Et tout cet argent-là, si on mettait même dans le financement de petites et moyennes entreprises, ça devait être gigantesque. Sans même compter ce que les gens récupèrent comme matière première. Vous comprenez? Donc, en 30 ans, l'économie de la guerre et de la République démocratique du Congo, ce sont des sommes colossales que la République démocratique du Congo a perdu. Et mon compatriote parlait en face en disant... Ça profite à qui? Ça profite aujourd'hui, c'est pour ça que nous disons, la guerre, si vous le faisiez, vous êtes un État occupé, d'où l'importance que le gouvernement d'un pays doit avoir les acteurs de l'économie de son pays avec lui. Ça se fait dans tout le pays. Sinon, vous allez être faible. Donc aujourd'hui, et d'où l'importance que j'insiste au président Tshisekedi de regarder, il a aussi petits ou grands qui sont les pays démocratiques du Congo, qui sont hommes d'entreprise, d'essayer de travailler avec eux. Parce que si nous comptons aujourd'hui, vous achetez des tennis, qui achète des tennis pour le Congolais? Qui donne des carburants pour le Congolais? Qui fournit le matériel militaire pour le Congolais? Qui tout ça, ainsi de suite. Donc tout ça, nous versons dans les autres économies, sans compte tenu de ce qui se passe sur le terrain. Aujourd'hui, les réparations, par exemple, des engins militaires, qui le fait aujourd'hui? Et c'est ça aussi l'économie de la guerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en vrai sens, nous sommes un État, on voit que le politique, mais on promouvoit des acteurs économiques de ce pays. Donc la vraie problématique, mon compatriote disait les autres. Même je vous dis qu'à Goma, à Bukavu, il y a des hommes économiques de la République démocratique du Congo. D'où l'importance. Mais la force, c'est quoi? Lorsque vous les responsabilisez, lorsque vous comprenez d'abord quels sont leurs dilemmes. Parce qu'on ne va pas continuer toujours à dire, bon voilà, la paix, et si quelqu'un pourrait arriver. Mais non, là-bas, les gens mangent. Quelques familles mangent. Mais qui fournit? Qui est le fournisseur? Aujourd'hui, par exemple, dans l'industrie de la distribution et démocratique du Congo, nous avons l'Afrique de l'Est qui... Oui, mais c'est ça le vrai problème. Ça veut dire quand vous êtes dans... L'exportation vient plus de l'Afrique de l'Est. Oui, mais pourquoi? Il faut écouter, il faut écouter les acteurs locaux. Et j'ai dit au président de la République que le moment est venu, nous sommes vers la fin du mandat, il a écouté tout le monde, les politiques surtout, il a voyagé. Et vous voyez, depuis que le président Tshisekedi est arrivé, vous parlez comme qu'est-ce qu'on a perdu. Mais tous les voyages qui autour de la diplomatie, ça prend de l'argent dans le trésor public congolais. Vous comprenez? Pour négocier, pour chercher la paix. Et d'où l'importance que du côté congolais, nous devons avoir maintenant l'intelligence économique pour que nous puissions quand même avoir nos acteurs, parce que le président est élu pour pallier le problème. Et le premier problème qui dérangeait le président Tshisekedi, c'est l'insécurité de l'Est. Donc il a donné plus de temps pour aller chercher des solutions. Mais maintenant, moi je lui dis que le président Tshisekedi, il faut aujourd'hui qu'il essaye, petits ou grands, qui sont les pays démocratiques du Congo comme acteurs économiques, il doit parler avec. Il doit comprendre aussi ces gens-là. Ils peuvent avoir aussi des solutions. C'est-à-dire que les solutions ne viendront pas uniquement dans les états-majors politiques. Non. Même ceux qui sont dans l'administration de territoire. Parce que qui va comptabiliser les gens quand ils rentrent vers Boulagana? C'est qui? C'est l'administration de territoire. Donc il faut maintenant écouter aussi les technocrates d'administration, pas uniquement l'administration politique. Et puis les technocrates de l'économie. Parce que dans tous ces recoins-là, les gens vivent. Malgré tout, il y a l'insécurité, mais il y a des cités entières où les gens vivent. Il faut maintenant une bonne politique par rapport au contexte de la guerre de l'Est, parce que ça ne commence pas aujourd'hui. Ça fait déjà 3 décennies. Donc, en d'autres termes, le chef de l'État n'a pas un bon entourage. Non, moi je crois que celui qui sélectionne l'entourage, c'est l'homme lui-même. Donc le président Tshisekedi, il sait qu'il l'a mis en place. Mais nous, en tant que Congolais, économistes et puis entrepreneurs de son État, je trouve qu'on peut aussi contribuer, nous les hommes d'entreprise. C'est pour ça que nous disons au président Tshisekedi de nous rencontrer, de discuter aussi avec nous, ce n'est pas un péché. Parce qu'on peut amener, parce que partout il y a eu la guerre, les hommes d'entreprise ont aussi... Regarde en Ukraine. Regarde, si vous regardez en Ukraine, la guerre d'Ukraine, belle image que jusqu'à aujourd'hui je regarde, un réparateur ukrainien. Ça veut dire que qui transforme le véhicule pour permettre à l'outil de défense de faire face à l'invasion russe. Donc aujourd'hui, vous savez qu'il y a un déficit en termes des ateliers mécaniques en République démocratique du Congo. Vous comprenez?
Donc s'il y a un peloton conjoint, des camions, des non-militaires qui passent, s'il y a un problème, ils vont retourner à Kinshasa pour acheter le pièce. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est le moment, il faut que le président Tshisekedi rencontre le chef d'entreprise aussi et les technocrates de l'administration. Merci beaucoup, monsieur Mathieu Takizala, pour cette demande. Vous pensez que la rencontre avec le chef peut aussi apporter du grain au moulin dans la pacification de la partie est de la RDC. Alors on est en train d'aller lentement mais sûrement vers la fin de l'émission. Nous devons prendre cette thématique, deuxième thématique, caution électorale. Alors beaucoup de Congolais ont postulé. La caution électorale, c'est la somme globale, c'est vraiment des millions. Voici donc la présentation. Voilà, la caution électorale pour les candidats à la présidentielle. De 2023 a été fixée à 160 millions de francs congolais, l'équivalent de 64 000 $ pour 24 candidats, ce qui donne un montant d'1 536 000 $ américains. La caution pour la députation nationale est fixée à 1 600 000 francs congolais, soit l'équivalent de 640 $ américains. Pour 25 000 dossiers de candidature, ce qui donne un montant total de 16 millions de $ américains pour la députation nationale. La députation provinciale, les frais pour la caution étaient fixés à 1 million de francs congolais, soit l'équivalent de 400 $, pour 49 552 dossiers de candidature sur l'ensemble du territoire national. C'est dans le montant de 19 820 800 $ américains. Le montant total perçu par le pouvoir public au cours de cette opération de dépôt de candidature s'élève donc au total à 37 356 800 $ américains, sans compter les dossiers de candidature pour les élections municipales dans toutes les provinces cartographiées par la CENI. Donc 37 millions pour 3 scrutins présidentiels, législatifs, nationales et provinciales. C'est quand même un sacré montant, maître Bamanaï. Et on se plaint au Congo de manquer de fonds, pas de source de financement, mais les Congolais peuvent s'organiser entre eux pour peut-être s'autofinancer. On n'a pas besoin d'aller vers la Banque mondiale ou pour financer les jeunes, les projets de création des jeunes d'emploi. On a un problème de chômage au Congo. Ça peut aussi être important dans ce sens-là. Merci beaucoup, Danzing. Avant d'aborder cette question, je voulais un peu chuter avec cette histoire de Ouazalendo. C'est dans mes minutes. Pas de souci. Donc, je suivis tout à l'heure mon collébateur d'en face qui a fait voir comment le président est pratiquement seul et comment nous sommes entrés, malgré nos multiples demandes, malgré nos multiples cris d'alarme jetés devant la soi-disant communauté internationale. C'est comme si nous étions un non-État, c'est comme si nous n'existions pas. Mais lorsque nous voyons même avec l'arrivée de cette armée, la force d'intervention de l'EAC, puisque avant que la RDC n'adhère à cette histoire, il n'y avait pas encore création de cette force d'intervention. Cette force d'intervention a été créée avec l'adhésion de la RDC dans cette organisation sous-régionale, si vous voulez bien. Mais regardez maintenant les incongruités que nous ramassons ou que nous rencontrons sur le terrain. L'EAC arrive, ou la force de l'EAC arrive, ils nous créent des zones tampons, ils nous disent que là où elle se trouve, donc la RDC, donc l'armée congolaise régulière, donc les FARDC, ne peuvent pas se retrouver là-bas, alors que les FARDC font partie aussi de l'EAC, de forces d'intervention de l'EAC. Donc il y a une duplicité qui ne dit pas son nom. Et autre chose, les Ouazalendo, ce que j'aime, voyez un peu dans leur comportement, lorsqu'ils ont récupéré une localité, lorsqu'ils ont récupéré un coin, à la fin, ils disent quoi? Nous demandons au gouvernement d'envoyer maintenant des militaires et des policiers pour qu'ils viennent maintenant occuper. Le cas, par exemple, les Massissi est rempli maintenant des FARDC. Bien sûr qu'il y a la contingent burundaise qui est là-bas, mais quand vous voyez, les Ouazalendo fait le travail, mais ils demandent que les militaires... Donc, c'est des gens qui ne travaillent pas contre les intérêts de la nation ou de l'État ou encore de la population de son pays. Donc ils sont en train de faire un travail qui contribue à l'avancement de la sécurité même de notre pays.
Alors, je reviens maintenant à votre question sur la caution. Il faut peut-être parler de caution puisqu'il y en a plusieurs. Il y a la caution présidentielle, il y a la caution députation nationale, provinciale et tout ça. 37 millions de dollars. Je pense qu'à mon humble avis, je ne vois pas une disposition, je ne sais de quelle loi qui me dit que lorsque la CENI, donc la centrale, les techniciens même de la matière, a perçu ce montant, qu'est-ce qu'il doit en faire? Moi, je n'ai pas une information. C'est l'État qui perçoit. Oui. Ils vont à la CENI avec le montant de... Oui, il y a la DGRAD. Je crois qu'on paye au niveau de la DGRAD. Oui, donc, ce sont des recettes qui sont perçues par l'État. L'affectation de ce qui est perçu, là, vraiment, honnêtement, je n'en sais rien. Mais sachez seulement que les élections sont financées par l'État congolais, puisque la CENI ne produit pas. Ce n'est pas une régie financière pour que lorsque l'argent entre, qu'ils prennent cet argent-là et qu'ils s'en servent. Non, non. La CENI ou les opérations électorales sont financées par l'État congolais. Donc, cet argent, je pense à mon humble avis, cet argent sera encore affecté à des opérations électorales. Merci beaucoup, voilà maître, ma petite contribution. Merci beaucoup, maître Bamanaï, pour cette belle contribution à cette émission. Grande Tribune est en train de chuter. Chacun va prendre son dernier tour de parole et on mettra fin à l'émission. Monsieur Henri Tshimbalanga, votre point de vue sur cette question, ces fonds peuvent être canalisés comment? En d'autres termes, est-ce que les Congolais eux-mêmes peuvent, s'ils se mettent ensemble, peuvent faire plus que ça? Ils peuvent créer même des structures importantes qui peuvent générer de l'emploi. Dan, c'est ce qui est beaucoup plus important, c'est la question que vous soulevez là. Les Congolais en sont capables. Mais le problème, il y a longtemps que nous connaissons la rupture de confiance entre le citoyen congolais et l'État congolais. Nous sommes à l'époque de Mobutu, où les gens sont tombés faillites du coup. Vous avez votre argent dans des banques et demain, on vous dit qu'il n'y a plus rien, on vous donne un jeton. Et les gens en sont morts par crise et c'était fini, l'argent est parti jusqu'à ce jour. Il n'y a pas longtemps encore, on a vu des Congolais ici qui jusqu'aujourd'hui réclament leur argent. Il y a eu des banques ici qui ont fermé et c'est fini. Alors l'État congolais ne garantit pas le citoyen congolais. D'où il y a un phénomène de thésaurisation. Vous allez trouver des millions de dollars dans des maisons parce que le Congolais n'a pas confiance. Voilà. Oui. Or, ce phénomène-là de thésaurisation, c'est véritablement une pénalty. Et c'est très dur pour que l'économie soit vraiment soutenue en interne. Parce que vous vous rendez compte que si il suffit d'une simple opération et vous avez comme ça. 2 dollars, comme ça vient d'où? C'est-à-dire les Congolais sont capables de s'organiser, mais il est question de travailler aussi sur cette valeur-là, c'est-à-dire rétablir la confiance entre le citoyen congolais et l'État congolais. Vous voyez, et dès lorsqu'on va arriver à ce niveau-là, eh bien, on aura une masse terrible, importante d'argent qu'on va retrouver dans nos banques, mais aussi longtemps que la Banque centrale elle-même. Parce que quand quelqu'un vient investir dans ce secteur-là, c'est la Banque centrale qui doit se porter comme en garantie des populations, des citoyens congolais, que voilà, il y a des conditionnalités. Maintenant, il y a une banque qui vient, et puis après, ça disparaît. Maintenant, le citoyen congolais qui perd, celui-là a perdu 50 000 dollars, celui-là 100 000. 5 000 et jusqu'aujourd'hui on fait des démarches et il n'y a plus de solution. Et vous pensez que ce sera encore facile d'aller encore placer de l'argent à la banque? Voilà, c'est un problème très capital qui demande à ce que cette confiance soit rétablie et pour que les gens puissent mettre l'argent. Les gens, ce qui est certain, c'est que les Congolais gardent la plupart ou la majorité garde l'argent à la maison. Mais oui, Dan, c'est suite à ces événements malheureux-là qui n'ont jamais été corrigés. Au contraire, ça a été encore renforcé par des récents événements. C'est ça le problème.
Merci beaucoup, monsieur Henri Timbalanga, pour cette analyse aussi, votre participation à l'émission. Alors, la RDC n'a même pas de banque commerciale, hein, on va dire, même banque de l'État, banque de dépôt. Banque de dépôt. On n'en a pas. Mais avec 37 millions, on peut créer plusieurs banques déjà qui peuvent peut-être pallier à beaucoup, il peut être la solution à beaucoup de problèmes, même au niveau national, qui peut soutenir aussi l'économie nationale. Vous voyez comment renforcer cette confiance, comme l'a dit M. Henri. Je dirais à mon compatriote que la crise bancaire n'a pas commencé en démocratie du Congo il n'y a pas longtemps. En 2008, il y a eu une crise bancaire aux États-Unis qu'on appelait la crise des Stropan, qui a contaminé le monde entier. Cela ne dit pas aux Américains de ne plus aller à la banque. Donc il faut qu'on comprenne qu'est-ce qu'on veut. Si on veut construire un État, il faut une planification financière. Là, mon compatriote, selon les calculs, on va partir dans ces schémas, mais moi j'ai trouvé plus que ce que vous êtes en train de proposer, 37 millions. Mais je vous dirais qu'en 1969, il y a un homme, mon idole de tous les temps, Dokolo, qui crée une banque qu'on appelle BK, avec un capital qui tournait autour de 600 000 $. Et BK va réussir à employer 1500 concitoyens congolais dans le territoire congolais avec un réseau d'agences de 20 agences dans le pays. 600 000 $. Aujourd'hui, selon les statistiques et les éléments de la Banque centrale, pour créer une banque en démocratie du Congo, capital minimum, c'est 30 millions de dollars américains. Et quand vous regardez, nous les entrepreneurs des capitaux congolais, nous avons du mal parce qu'il n'y a pas d'institution, ni d'investissement, ni de dépôt. Nos banques, et la Poste, Cadeco, sont en difficulté aujourd'hui. Ce sont des banques à capitaux étrangers avec une concurrence dans le secteur économique en République démocratique du Congo. Ça, c'est déjà un vrai fossé. Ça veut dire que si aujourd'hui, et qu'on va autoriser à l'économie du 21e siècle que les gens gardent l'argent chez eux, on n'avancera pas. C'est vraiment n'importe quoi. Je crois que nos compatriotes politiciens, je regarde, l'Afrique a choisi ce que personne n'a choisi. Si je vois le top 10 des États où le quotient est cher dans le continent subsaharien, c'est le Congo, Burkina Faso, RDC. Le Congo est en 3e position, avec des quotients... Quotient électoral. Quotient, oui, pour être candidat, tout ça, ainsi de suite. Le Congo est en 3e position. Si vous voyez l'élection présidentielle chez nous, c'est 64 000. Ici au Gabon, c'est 42 000 $ américains, ainsi de suite. Or, ça, on ne peut plus continuer comme ça. Parce que l'histoire des élections, c'est un homme d'abord avec une expérience qui va rendre dans l'espace public. Ce n'est pas l'histoire des manières de l'argent. Il faut maintenant que nous puissions maintenant comprendre qu'est-ce qu'on veut pour ce pays. Avec un taux de chômage de 85%, on va accepter que tous les 5 ans, on va débourser 37 millions de dollars américains uniquement pour que les gens puissent rentrer. Au moment où les projets économiques qui sont en République démocratique du Congo, nous cherchons le financement. Cher Dan, je souffre, on cherche du financement. Or, les gens sont dans la rue. Mais pour les élections, on ne peut pas analyser. Je crois qu'il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Tout le monde parle, on n'a pas de banque. Mais là, on a déjà une banque, non? 37 millions, c'est une banque. Nous avons 30 millions, Madame Kabedi va sortir une banque congolaise, et on débite. Et on oriente, même dans, tout le monde parle de l'économie vers l'agriculture. Sans banque, on peut faire l'agriculture. Comment les agriculteurs seront financés? Tout le monde parle de PME, petites et moyennes entreprises. Tout le monde parle de petites et moyennes entreprises. Depuis que Caisse, Banque agricole de la République démocratique du Congo est partie, nous avons plus une banque à caractère agricole. Mais comment on peut financer? Un tracteur coûte déjà minimum 60 000 $. Et qui va financer ça? Ça, les politiques doivent comprendre. S'ils veulent être forts, un poisson sans l'eau, il n'existe pas. Et l'eau des politiques, c'est les acteurs économiques, c'est les agents économiques. Le chômage est de masse en démocratie du Congo. 30 millions, 37 millions, c'est beaucoup. Il faut maintenant chercher des voies et moyens que nous puissions avoir une banque et avoir de l'actif dans le pays. Vous, on ne finance rien. Le taux de crédit. Vous voyez l'endettement, les banques ne sont pas en compétition. Merci beaucoup. Ça veut dire que les taux d'intérêt posent problème, l'étalement pose problème. Okay. Et avec ces problématiques, je pensais mes compatriotes pouvaient comprendre que ce n'est pas comme ça qu'on va faire avancer l'État. Très bien. Et que 500 postes, il faut 30 000 personnes. Merci. Parce que le chômage, on ne crée pas assez d'emplois. Je crois qu'il faut qu'on avance. Très bien. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir pris part à ce débat, à cette émission. Elle touche à sa fin. Mais nous disons merci à toute la population qui nous a accompagnés depuis lundi. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Nous souhaitons un très très bon week-end à tous. Que Dieu vous garde.
Nous avons une pensée pieuse à toute la population de l'Est de la RDC qui est meurtrie dans son âme. C'est tout le Congo qui est malade. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes des cœurs avec vous. Portez-vous bien. On va donc se retrouver le lundi prochain, toujours ici pour Grand Tribune. À lundi. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.